On va faire justement un état des lieux donc sur ces quelques 36 000 entreprises du secteur. Et j'appelle sur scène Stéphane Latouche, c'est le directeur régional de la Banque de France pour la région Nord-Pas-de-Calais, et l'économiste Jean-Marc Daniel, professeur associé à l'ESCP Europe et directeur de la revue Sociétale. Prenez place, messieurs. Alors, on va commencer avec vous, monsieur Latouche, parce que, ben voilà, vous avez mené l'enquête, au travers d'une étude panorama économique et financier, donc, du transport routier de marchandises, auprès de plus de 5000 entreprises qui pèsent quelque 75% du chiffre d'affaires du secteur. Aux questions toutes simples, monsieur Latouche, comment se porte le secteur ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, un traditionnel panorama. Ravi de me retrouver parmi vous pour vous donner cette photo instantanée de la situation du secteur du transport routier de marchandises. En quelques mots, je vais un peu vous redire, pour ceux qui étaient là l'année dernière, le même message que l'année dernière, c'est-à-dire qu'après le point bas de 2013, nous avions observé en 2014 un retournement de tendance, et 2015 prolonge cette photographie. Nous avons les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire redressement en termes commerciaux, redressement en termes de marge, redressement marqué en termes de structure financière. On n'a pas retrouvé les niveaux de pré-crise, je veux dire de 2007, mais incontestablement, nous avons un secteur qui est sur une bonne dynamique. Voilà. Alors, comment peut-on expliquer cette bonne dynamique ? Il y a, au-delà des efforts qui sont faits par la filière, et on va y revenir, il y a un environnement qui est un petit peu plus porteur qu'il ne l'était en 2014. Vous le savez, la croissance française, certes un peu molle, se redresse doucement. Nous étions à 0,2% de croissance en 2014, on passe à 1,1 en 2015, quelque chose qui sera autour de 1,4 pour 2016. Nous avons une deuxième année de CICE qui a incontestablement, et on le verra tout à l'heure, fait du bien sur les marges des entreprises. Et puis un facteur lourd qui est celui de la baisse des prix du gazole, qui incontestablement a aussi profité au secteur, même si, on le sait, le mécanisme mis en place en 2007 en amortit en partie les effets. Alors tout d'abord, quelques mots sur la structure du tissu des entreprises du transport routier de marchandises. Excusez-moi. Peu de changements. C'est un secteur qui se stabilise. Environ 32 000 entreprises constituent ce secteur. J'ai envie de dire, à l'image du tissu d'entreprises français, le TRM est constitué essentiellement de petites entreprises. Vous voyez le camembert, 78% d'entreprises ont moins de 10 salariés. Et pour autant, et là aussi c'est à l'image du tissu français, ce sont principalement les plus gros qui font le chiffre d'affaires du secteur, puisque 17% des entreprises seulement, donc 1 sur 6, réalisent près des 2/3 du chiffre d'affaires du secteur. Donc un secteur émietté avec une consolidation qui est toujours à l'œuvre. En termes de dynamique et de constitution du secteur, les créations et les liquidations judiciaires, donc vous voyez un petit tassement sur les créations d'entreprises. On est autour de 2000 créations, donc loin du plus haut qui était observé en 2011. Alors, je tiens à le signaler, c'est vrai que le taux de création d'entreprises du secteur du TRM est quand même assez sensiblement en dessous du taux de création national, tout secteur confondu. On est pour donner des chiffres, à 6% contre 8% au niveau national. Donc c'est un secteur qui a perdu un petit peu en dynamisme en matière de création d'entreprises. De l'autre côté des liquidations judiciaires, donc des disparitions d'entreprises, une grande stabilité, vous le voyez sur la période, environ un gros millier de liquidations pour le secteur tout compris. Bon, là aussi, c'est un taux de défaillance qui est sensiblement supérieur à la moyenne nationale. Donc nous sommes en présence quand même d'un secteur, il faut le souligner, qui
un peu moins dynamique en termes de création et qui reste toujours marqué par un taux de disparition d'entreprises un peu plus fort, en précisant que ce qui nous a surpris cette année en étudiant la dynamique 2015, c'est que la part des entreprises de 4-7 ans dans ces défaillances est devenue prépondérante, alors que traditionnellement, ce sont les plus jeunes entreprises qui rencontraient des défaillances. J'en viens maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire l'étude financière, l'étude des performances des entreprises du TRM. Et là, nous sommes, comme vous l'avez dit, sur un échantillon de 5800 entreprises, un échantillon tout à fait représentatif, puisque, comme vous l'avez dit, ça représente à peu près un petit 80% du chiffre d'affaires du secteur et plus de 3/4 des effectifs, pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 33 milliards. Alors, premier indicateur, l'activité, la valeur ajoutée et les effectifs. Une activité qui a modestement progressé pour l'ensemble du secteur. Un chiffre d'affaires, vous le voyez à droite, un chiffre d'affaires qui a progressé de 1% seulement. C'est un petit changement par rapport à l'année dernière où nous avions un secteur qui progressait plus vite que l'évolution du PIB national, de la richesse nationale. Là, cette année, le secteur a plutôt une croissance en retrait de l'évolution du PIB national. En revanche, et ça clairement c'est une très bonne nouvelle pour le secteur, pour la deuxième année consécutive, la valeur ajoutée, donc la richesse brute produite par les entreprises, donc la valeur ajoutée c'est le chiffre d'affaires moins les consommations de matières premières et les frais généraux, cette valeur ajoutée progresse très sensiblement et en tout cas nettement plus fort que le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que la capacité du secteur d'activité, du secteur du TRM, à produire de la richesse a sensiblement progressé depuis 2 ans. C'est évidemment une très bonne nouvelle. Bon, l'effet gazole n'est peut-être pas complètement étranger, et puis peut-être surtout vos propres efforts de gestion et l'effet du CICE. Alors, cette progression de la valeur ajoutée... excusez-moi, j'ai oublié un indicateur quand même très important, qui est celui des effectifs, qui progresse de 1,5% après une quasi-stabilité l'année précédente. Et là, on est dans toutes les composantes, ces effectifs progressent, je veux par là dire aussi bien les effectifs permanents que l'intérim. Je reviens sur la valeur ajoutée. Donc, pour mesurer la profitabilité des entreprises, on rapporte cette valeur ajoutée au chiffre d'affaires, et c'est la courbe rouge que vous avez en bas. Vous voyez ce redressement. Alors, certains pourront le trouver lent, mais vous savez que le tissu d'entreprise français et le TRM n'y fait pas exception. Après un point bas observé en 2012-2013 de profitabilité, redresse doucement la pente, c'est l'effet CICE, c'est l'effet pacte de responsabilité incontestablement, c'est vos propres efforts de gestion. Donc nous terminons 2015 sur une pente à 38,1 et on s'est permis de prolonger parce qu'a priori, il n'y a pas de raison de penser que cette douce pente de redressement ne se poursuive pas l'année prochaine. Alors vous le voyez, c'est intéressant, il y a quand même une corrélation inversée qui est assez forte avec le prix du gazole. Plus le prix baisse, plus le taux de valeur ajoutée augmente, et inversement, pré-2011, plus il monte et plus le taux de valeur ajoutée baisse. Alors ce qu'il faut quand même souligner, c'est la dynamique. La dynamique, elle est favorable, elle est intéressante, mais c'est vrai qu'en fin de période, en 2015, on est encore près de 3 points en dessous du niveau de profitabilité que l'on avait avant la crise, lorsqu'on était à 41% en 2007. Dans cette valeur ajoutée, vous avez, comme je vous le disais, ce chiffre d'affaires moins le coût des matières premières et les frais généraux. Donc on fait un petit coup de projecteur. Je rappelle que le chiffre d'affaires, lui, a pratiquement pas bougé, 1% de croissance. Donc c'est du côté de vos efforts de gestion et du côté des matières premières que l'on explique essentiellement cette belle progression de 2 points de la valeur ajoutée. Bon, vous avez là 2 graphiques pour l'illustrer. Le prix des matières premières, bien évidemment, c'est le prix des gazoles, mais probablement pas seulement. C'est aussi les efforts d'investissement qui ont été faits sur le parc et qui se traduit très certainement sur des baisses de consommation. C'est aussi un effort de maîtrise des frais généraux.
Alors on a beaucoup élargi l'échelle, donc vous voyez en pourcentage ça ne fait pas des variations énormes, mais en tout cas c'est quand même à souligner, il y a une très belle maîtrise des frais généraux de la part de l'ensemble du secteur. Je vous le disais tout à l'heure, dans ces frais généraux, il y a le recours à la sous-traitance, et là c'est une autre caractéristique, je crois, très forte du secteur du TRM. Vous êtes un secteur qui a un recours considérablement plus important que les autres grands domaines d'activité. On vous a mentionné le bâtiment, les services, l'industrie. Donc c'est le poids de la sous-traitance sur le chiffre d'affaires. 1/5 du chiffre d'affaires du secteur du TRM est cherché dans la sous-traitance. Donc ça, je crois que c'est une évolution, parce que la dynamique est là, une évolution et une caractéristique très forte du TRM, qui est particulièrement marquée dans le fret, beaucoup plus que dans la location. Je continue sur la mesure de la profitabilité. On a vu la valeur ajoutée, et puis après, on impute à la valeur ajoutée les charges de personnel. Et là, je dois dire que c'est un résultat assez remarquable, parce que ce gain qui a été observé sur le taux de valeur ajoutée est entièrement préservé lorsque l'on impute les charges de personnel, ce qui veut dire très clairement qu'il y a eu un très gros effort et qu'il y a eu tout son succès de maîtrise des charges salariales. Pour autant, en fin de période, excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne diapo, c'était celui-là. Donc vous retrouvez le taux de valeur ajoutée, la courbe du haut, excusez, et on impute les charges salariales. Donc vous voyez que les charges salariales, ça représente à peu près 31% de la valeur ajoutée, et vous arrivez au taux de marge brute d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires. Alors la dynamique, là aussi, elle est la même que sur la valeur ajoutée, simplement même observation que pour la valeur ajoutée, nous n'avons pas encore retrouvé les niveaux de pré-crise, je veux dire par là le niveau de 2007, où l'on était à plus de 8% de taux de marge brute d'exploitation. Alors, là, nous avons vu des mesures de la profitabilité des entreprises, donc une profitabilité qui incontestablement se redresse, qui reste pour autant en retrait de ce que l'on avait en 2007. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est un coup de projecteur sur le rendement, la profitabilité, la productivité, appelons-la comme on veut, des facteurs de production. Et d'une part, la main-d'œuvre, et d'autre part, l'outil de production. Première chose, la main-d'œuvre. Alors, je veux commenter un petit peu ces courbes et tous ces chiffres, parce que je crois qu'ils sont très importants. En démarrant par la courbe du bas, qui sont les charges de personnel. Alors, les charges de personnel, c'est très important dans le secteur du TRM, puisque vous êtes un secteur d'activité qui est très intensif en main-d'œuvre, on le verra tout à l'heure. 3/4 de la valeur ajoutée part dans les salaires. Ces charges de personnel, elles ont été maîtrisées depuis maintenant 4 ans, à un peu en dessous de 39% de la valeur ajoutée. Donc là, on parle de charges de personnel, salaire, plus charges sociales. Il y a incontestablement de la modération salariale, il y a bien évidemment aussi de l'effet CICE. Je passe à la courbe du haut, c'est la valeur ajoutée par employé. Ce que chaque employé que vous utilisez dans vos entreprises ramène en termes de richesse brute créée. On termine la période à 49 700 € pour une charge salariale de 38 700, et vous avez entre les deux le rendement net de la main-d'œuvre. Ce rendement net de la main-d'œuvre, comme vous le voyez, progresse de façon constante depuis 4 ans, un point bas à 9 300 en 2012, nous sommes maintenant à 11 000 €, donc c'est une dynamique incontestablement très satisfaisante. Simplement, toujours la même remarque, on est encore un petit peu loin des niveaux observés en 2007, où nous étions à 12 500. Je passe maintenant à l'outil de production, et la première mesure sur l'outil de production, c'est le taux d'investissement. Ce taux d'investissement, nous sommes sur le graphique de gauche, il se calcule en rapportant le montant de vos investissements sur la valeur ajoutée. Vous le voyez, on a un taux qui redresse très légèrement à 16,7% de la valeur ajoutée, alors qu'au plan national, comparé à l'industrie, vous le voyez, 2015 a été une très mauvaise année en termes d'investissement.
Il faut dire que, je crois que vous en parlerez tout à l'heure, mais la France est incontestablement confrontée à un vrai défi en matière d'investissement, alors même qu'elle dispose d'un stock d'épargne absolument considérable pour le financer. Donc le secteur du TRM est plutôt à l'opposé des tendances nationales, avec une reprise de l'investissement qui permet un maintien, je dirais, du parc en l'état. Et ça se mesure par ce que l'on appelle le taux d'obsolescence. Je veux aussi souligner que cet investissement, il est le fait d'un très grand nombre d'entreprises. Ce n'est pas juste les grands qui investissent, puisque vous le voyez, c'est écrit en bas, une entreprise sur deux investit au moins 15% de sa valeur ajoutée, ce qui est un chiffre satisfaisant. Donc voilà, un secteur qui investit pas mal, qui augmente ses investissements en 2015. Comment les finance-t-il, cet investissement? Là aussi, il y a une évolution structurelle qui n'est pas propre au TRM d'ailleurs, qui est là aussi propre à la plupart des entreprises, de plus en plus de crédit bail. Vous portez de moins en moins vos outils de production, 3 milliards d'euros d'encours de crédit bail, et vous le voyez en revanche, le crédit plus classique, la deuxième courbe, le moyen-long terme, lui est stable autour de 2 milliards. L'outil de production, là je veux m'attarder un petit peu parce que nous avons un investissement qui progresse et pour autant nous avons tendance à penser que cet outil de production est peut-être un peu sous-utilisé. Je m'explique. L'équipement productif par salarié, ça veut dire le stock de tout votre outil de production que vous divisez par vos effectifs, c'est environ 44 000 € par salarié. Au passage, c'est un niveau qui est comparativement faible, puisque dans l'industrie, c'est plus de 2 fois plus, c'est 110 000. Et puis après, nous essayons de calculer le rendement de cet outil de production. De ce stock d'outils, nous divisons ce stock d'outils par la valeur ajoutée produite, et c'est la courbe de droite. Et là, aux surprises, et je dois dire plutôt mauvaise surprise, le rendement de cet outil est plutôt en baisse. Donc là, on vous l'a exprimé pour 1 000 € de stock de capital, de stock d'outils de production, de camions en particulier, vous tirez 1 008 de revenus, ce qui veut dire un revenu de 0,8%, alors que, comme vous le voyez, en 2011, nous étions à 4,3% de rendement de l'outil de production. Donc là, très clairement, c'est un message fort que nous passons dans notre analyse au secteur. Il y a un défi de d'augmenter l'utilisation de cet outil de production, avec probablement un défi commercial et un défi de marge. Je continue sur la mesure de la profitabilité du secteur. Celle-ci se redresse. Nous passons à ce que nous appelons le résultat courant avant impôt, c'est-à-dire qu'après l'excédent brut d'exploitation, on y ajoute les charges financières qui sont plutôt stables, voire en baisse, et l'amortissement, c'est-à-dire l'amortissement des investissements que vous avez réalisés. Vous voyez les tendances, elles sont très favorables. 78% des entreprises ont un RCAI, un résultat courant avant impôt positif. C'est une progression de près de 20 points sur 4 ans. Donc là, incontestablement, il y a un net redressement pour l'ensemble du secteur. Bon, c'est une autre façon de l'illustrer. Ce résultat courant avant impôt, c'est la courbe rouge que vous voyez, le net redressement que l'on observe depuis 2 ans, qui se traduit aussi dans le résultat net. Petite précision, vous le voyez, le résultat exceptionnel, qui est essentiellement constitué dans le TRM des cessions de vos vieux véhicules, diminue de façon constante, et ça, c'est en ligne avec le fait que vous ne portez plus en propre vos camions, mais que vous les financez de plus en plus par le crédit bail. Cette richesse produite, cette richesse qui est en progression, comment est-elle répartie? Alors là, je veux m'y attarder un tout petit peu parce que là aussi, le TRM est assez différent de ce que l'on observe pour l'ensemble de la France. Tout d'abord, les charges de personnel. Je vous disais, vous étiez une industrie à haut contenu en emploi. 75% de la valeur ajoutée part dans les salaires. On vous a mis les comparaisons pour l'ensemble de l'économie française, c'est le point rouge de 63%, et pour le secteur des services auquel vous êtes rattaché, c'est seulement 56%. Les charges de personnel, on l'a vu, elles se sont stabilisées, un très gros effort fait par vos propres entreprises, et puis évidemment l'effet CICE.
Cette stabilisation, voire cette réduction pour certaines courbes, et je pense notamment aux impôts ou pour les charges financières, charges d'intérêt, c'est à souligner, à bénéficier en premier lieu aux entreprises, puisque l'autofinancement, comme vous le voyez, a été le grand gagnant de ce nouveau partage de la richesse produite par les entreprises. Et puis aussi, il faut le souligner, comme je l'avais fait l'année dernière, les dividendes qui sont versés sont remarquablement bas dans le secteur du TRM. La richesse produite par vos entreprises reste dans l'entreprise. C'est à simplement 2%, contre une 9,7% pour l'ensemble de l'économie et même 12% dans le secteur des services. On va bientôt terminer, Monsieur Latouche. Je vais aller alors extrêmement vite sur la suite. Il y a 3-4 diapos, vous les retrouverez sur la structure financière. Juste un mot, parce qu'à l'image de l'ensemble de l'économie française, le secteur du TRM a considérablement renforcé ses structures financières. Je le disais tout à l'heure à notre invité, une des caractéristiques de la période actuelle, c'est que les chefs d'entreprise, durant cette période de crise, en ont profité pour renforcer la structure. C'est vrai pour les besoins en fonds de roulement, c'est vrai pour la trésorerie qui continue à se conforter, c'est vrai pour les fonds propres qui sont vraiment élevés, le taux d'endettement qui se réduit année après année à des niveaux qui, je dois le dire, ne manquent pas d'étonner un analyste financier comme nous le sommes. On est aujourd'hui à des niveaux vraiment exceptionnellement bas, 99% de taux d'endettement, alors même que les taux d'intérêt, là c'est le banquier central qui parle, n'ont jamais été aussi bas. Je ne vais pas parler des cotations d'entreprises françaises. Cette amélioration générale sur le plan commercial, profitabilité, structure se retrouve dans nos cotations. Je vais peut-être juste me permettre un tout petit focus pour terminer, puisque la FNTR se rapproche de la logistique et de la messagerie, pour dire juste cette diapo. La messagerie, c'est environ 670 entreprises, 43 000 salariés et 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de valeur ajoutée. Vous avez les caractéristiques pour la logistique. Moi, je veux juste souligner qu'on a des évolutions qui sont presque opposées entre le secteur de la messagerie qui connaît une très belle dynamique au plan commercial, vous voyez les chiffres, et au contraire la logistique qui, elle, est en difficulté sur le plan commercial. Et puis sur le plan de la profitabilité, je commenterai juste ce qu'il y a de là-haut, c'est l'inverse. Si la messagerie est dynamique en plan commercial avec un chiffre d'affaires en forte hausse, en revanche, vous voyez, sa rentabilité d'exploitation est basse, structurellement basse, à seulement 2%, alors que la logistique a des performances un peu supérieures. Voilà, je m'en arrête là et je vous remercie. Venez vous asseoir au milieu. Merci Stéphane Latouche, donc le directeur régional Nord-Pas-de-Calais de la Banque de France. Jean-Marc Daniel, vous venez d'entendre Stéphane Latouche, et c'est bien de démarrer cette matinée finalement avec des tendances plutôt positives. Hein, ça va bien, ça va mieux comme diraient certains. Ça va mieux, en effet. Ça vous a surpris ou pas, Jean-Marc Daniel, ce que vient de dire Stéphane Latouche? Non, ça ne m'a pas véritablement surpris parce qu'effectivement, ça va mieux. Je pense que l'expression est bien ciblée. Ça va mieux, ça ne veut pas dire que ça va bien. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça veut dire que la situation s'améliore. Et effectivement, quand on regarde la situation de l'économie française comme la situation de l'économie mondiale, ça s'améliore. Le véritable enjeu, c'est jusqu'où et pour qui. Et donc, je crois que c'est un peu ce que je vais essayer de dire dans les quelques 10 minutes que je vais consacrer à mon intervention, puisque, comme l'a dit Serge Latouche, je suis votre invité, et je voulais vous remercier de m'avoir invité. Je ne suis pas un spécialiste du transport routier, je ne vais pas détailler très précisément ce que vous êtes. Serge Latouche l'a fait avec beaucoup... Stéphane Latouche, pardon. Oui. Pardon, Serge Latouche, c'est un autre personnage, excusez-moi. Stéphane Latouche, c'est... Oui. Et donc, je ne vais pas détailler comme l'a fait Stéphane Latouche, donc, qui a bien précisé les enjeux du secteur. Je vais essayer de le contextualiser. Je me lance dans l'aventure. Allez-y, Jean-Marc. Et ensuite, je passerai cette matinée avec vous en jouant le rôle de grand témoin, comme il est dit dans le Et vous interviendrez derrière chaque table ronde. Voilà, et un peu d'ingénu aussi, en essayant de me poser des questions sur l'avenir du secteur. Alors, trop modeste. Je vais, dans les quelques 10 minutes que je vais consacrer dans ce propos liminaire, je vais faire un focus sur 4 points. Le premier point, c'est que, et on revient sur la question ça va mieux, ça va bien et tout ça, c'est que nous ne sommes pas finis.
il y a une espèce de pessimisme ambiant qui consiste à dire que l'Europe est en train de quitter l'histoire. Sur le plan économique, là, c'est les chiffres de 2014, on va avoir bientôt ceux de 2015, l'Union européenne est encore la première puissance économique mondiale. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire que l'Europe en tant que puissance? Est-ce qu'on se sent vraiment européen? La semaine dernière, je me répandais partout en disant, enfin, ce tout début de semaine plus exactement, que j'avais été très frappé par les élections de la semaine précédente. Alors tout le monde me parlait de Donald Trump. Je dis non, Donald Trump, c'est pas mon problème. C'est les élections en Bulgarie. Et il y a eu des élections ce week-end en Bulgarie et personne ne s'en est aperçu. Et moi-même, d'ailleurs, je serais incapable de vous dire qui a gagné. Je sais simplement qu'elles ont eu lieu. Et donc, je pense qu'on ne s'intéresse pas assez à nous-mêmes, on ne se définit pas assez par rapport à nous-mêmes, alors que nous sommes encore une puissance de référence. Deux remarques complémentaires sur ces chiffres, c'est que l'économie, c'est encore les 6 pays qui ont constitué le noyau de l'économie du XXe siècle par-delà leurs aléas, c'est-à-dire les États-Unis, 4 pays européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, et le Japon, auxquels sont en train d'adhérer, qui sont rejoints par 4 autres pays, qui sont les célèbres BRIC, avec pour ces BRIC des situations qui en ce moment sont plutôt assez délicates. Celui qui a vocation, à mon avis, à mieux s'en sortir, c'est l'Inde. Les autres sont dans des turbulences à la fois économiques et politiques qui vont freiner probablement leur capacité de rattrapage. Et l'enjeu du rattrapage, on le retrouve pour nous autres Européens, car une des caractéristiques de l'Union européenne, c'est qu'elle n'est pas encore homogène. On a déjà parlé de la Slovaquie, de la Roumanie et de tout ça. Vous allez encore souffrir. Pourquoi? Parce que la remise à niveau de ces pays n'est toujours pas achevée. Concrètement, ça fait 25 ans que le mur de Berlin est tombé. Et 25 ans après, il y a encore une césure entre la situation économique de l'ancienne Europe communiste et la situation économique des autres pays européens. Les deux seuls pays qui, de l'ancien bloc communiste, sont à peu près à niveau sont la Slovénie et la République tchèque. Juste une remarque, la République tchèque ne fait pas partie de la zone euro, alors que la Slovénie est dans la zone euro. Et donc, l'enjeu autour de l'euro n'est pas l'enjeu essentiel et fondamental de l'avenir de la construction économique d'un pays. Concrètement, vous voyez ici vos principaux concurrents. Les Roumains sont encore en retard. Et donc, le coût de production d'une heure de travail en Roumanie, sous quelque forme que ce soit, et notamment sous forme de transport, est appelé à être encore durablement inférieur à ceux qui sont pratiqués en France, au Royaume-Uni ou en Italie. Alors, si je prends les taux de croissance, est-ce que ça va mieux? On l'a vu avec le taux de croissance des années 2013-2014. Voilà les prévisions pour 2017. On voit que ça va mieux. À la fois, ça va mieux et ça plafonne. On le voit dans le taux de chômage de l'économie française. Le taux de chômage qui est prévu est de 9,7%. Nous avons eu les chiffres du taux de chômage du dernier trimestre ce matin même, et effectivement, on est dans une situation où l'amélioration semble être derrière nous. On est dans une phase de stagnation, de stabilisation du chômage à un niveau très élevé. Ce qui est inquiétant, c'est que pour la France et l'Italie, cette stabilisation est à un niveau très élevé, alors que pour l'Allemagne, le Royaume-Uni et les autres pays du G7, le niveau de chômage est plutôt largement inférieur. Vous avez un problème assez spécifiquement français, qui est l'incapacité, du fait des rigidités sur le marché du travail, à utiliser notre force de travail. Nous avons des gens qui pourraient travailler. Nous pourrions être plus riches si nous mettions les gens qui sont au chômage au travail, mais nous sommes dans l'incapacité d'y parvenir. Alors, il y a différents facteurs, je ne vais pas vous faire toute une analyse de notre chômage. Ce qui est un peu de déroutant dans la situation de la France, c'est l'incapacité à engager les réformes permettant d'utiliser la main-d'œuvre. Ça fait un peu plus de 20 ans que le président de la République de l'époque avait dit contre le chômage, on a tout essayé, et manifestement, on en est resté là. On ne cherche pas à essayer autre chose. On vit avec le chômage en le vivant comme une fatalité, alors qu'il y a des solutions. Et pourquoi il y a des solutions? Parce que l'économie est en train de connaître des mutations, et ça va être mon deuxième aspect. C'est-à-dire que ça va mieux parce que c'est allé mal. Grosso modo, ça s'améliore par rapport à une situation qui avait été détériorée. Ici, vous avez la croissance française depuis 1960. Pourquoi 1960? Parce que c'est le moment où l'Union européenne a retrouvé son autonomie de politique économique par rapport aux États-Unis. Pourquoi 2009? Parce que 2009, c'est la dernière récession. Or, ces récessions, vous voyez, elles s'enchaînent, et c'est pour ça que ça va mieux, elles s'enchaînent de façon cyclique. C'est la courbe rouge, c'est la courbe du bas. Vous voyez qu'il y a une tendance générale à la baisse de l'efficacité de l'appareil productif français, une baisse de la croissance, mais cette baisse n'est pas régulière. Il y a un enchaînement de cycles avec des récessions et puis des remontées.
Si vous faites un calcul, d'ailleurs, vous regardez que la dernière récession vraiment significative, c'est 1993, avant 2009, et la reprise significative, c'est 1999. 6 ans après, vous prenez 2009, vous mettez 6 ans après, vous arrivez à 2015, et vous retrouvez les discours de notre président de la République, ça va mieux. Quelle que soit la situation, 6 ans après la récession, ça va mieux. Et donc notre président de la République, qui a donné des cours d'économie et qui est un bon élève, dit forcément ça va mieux. Mais on voit bien que le vrai problème, ce n'est pas que ça aille mieux, c'est que cette capacité de rebond est une capacité de rebond qui semble amoindrie. Dernière remarque sur ce graphe, vous voyez la différence entre la courbe verte et la courbe rouge, c'est le taux d'inflation. Et donc l'inflation a disparu dans ce pays. Le vrai débat, c'est est-ce qu'elle a disparu du fait d'une volonté de politique économique. C'est le cas du milieu des années 80, et clairement, la Banque centrale est tout à fait directement responsable de ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est véritablement par des politiques monétaires efficaces qu'on a fait disparaître l'inflation. On a tellement bien réussi que maintenant, on a la nostalgie de l'inflation. On se dit, oh, mais c'était pas si mal que ça. Si on revenait à l'inflation. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, le monde a changé, et ça, c'est ma deuxième idée forte, c'est que l'inflation a disparu. C'est-à-dire, on n'est pas perdu, mais il faut raisonner par rapport à la réalité de l'économie dans laquelle nous vivons. Et cette réalité de l'économie dans laquelle nous vivons, c'est une économie qui est une économie concurrentielle. Et dans une économie concurrentielle, l'inflation disparaît. Alors, pourquoi ici j'ai la croissance de long terme? Toujours pareil, je m'arrête à 2009, puisque 2009, c'est le début d'un nouveau cycle économique. C'est cette croissance tendancielle, alors qui est calculée de façon plus ou moins compliquée par les statisticiens, qui est la croissance potentielle des différentes économies de référence. La courbe bleue est spectaculaire, c'est-à-dire que la croissance potentielle du pays en courbe bleue s'est effondrée. C'est-à-dire c'est celle du Japon. Pourquoi? Parce que la croissance, c'est quoi? C'est du progrès technique. Et c'est des hommes qui travaillent. Au Japon, il y a beaucoup de progrès techniques. Au Japon, il n'y a plus d'hommes qui travaillent. Je parle quelquefois de pays qui sont un peu des maisons de retraite. L'Allemagne est en passe de devenir une maison de retraite. Hélas, nous aussi. Notre démographie n'est pas aussi flambante que ce que l'on pourrait espérer. Et nous sommes un peu en passe de devenir une maison de retraite. En parlant du Japon, et c'est en toute amitié, car le Japon est un pays que j'admire profondément, on est au stade de l'unité de soins palliatifs. C'est-à-dire que la population du Japon diminue, et on peut même calculer à quel moment l'empereur du Japon sera seul, et c'est dans pas très longtemps, au rythme où vont les choses. Et donc le Japon manque d'hommes. Mais ce qui est inquiétant, c'est la courbe rouge, parce que la courbe rouge, ce sont les États-Unis. Et donc les États-Unis, c'est le pays qui donne le là, c'est le pays de référence. À l'heure actuelle, les États-Unis, ça va mieux, en particulier parce que les États-Unis ont changé de statut vis-à-vis du pétrole. Ils ont un destin assez bizarre vis-à-vis du pétrole, et là on rejoint là aussi l'analyse qui avait été faite par Stéphane Latouche, c'est-à-dire qu'un des éléments clés de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est le contre-choc pétrolier. Dans ce contre-choc pétrolier, au début les États-Unis étaient heureux, satisfaits, et puis maintenant ils sont déjà dans une situation plus contradictoire. Parce que les États-Unis, c'est la Californie qui porte les nouvelles technologies, et c'est le Texas et les deux Dakota qui sont des États pétroliers. Et si vous regardez d'ailleurs le vote de la semaine dernière, non pas en Bulgarie, mais cette fois-ci aux États-Unis, vous apercevez que le Texas et les deux Dakota ont été parmi les plus virulents dans leur vote Trump. Le Texas, c'est assez habituel. Quand on a croisé un Texan, on comprend assez vite. Mais les Dakota, c'est déjà plus surprenant. D'abord, on n'a jamais croisé personne ayant vécu au Dakota, donc on ne peut pas savoir pourquoi ils votent comme ça. La seule chose que l'on peut savoir, c'est qu'effectivement, ils ont toujours voté démocrate et ils ont voté républicain parce que le prix du pétrole s'effondre. Et donc, je pense que nous sommes dans une phase où durablement le prix du pétrole sera bas. Nous rentrons dans une phase où la matière première qui nourrit notamment votre activité va être durablement basse. Ça ne veut pas dire que vous allez en bénéficier parce qu'il y a les frères Raptou, c'est-à-dire le fisc, qui vont se mettre sur le créneau pour essayer de faire en sorte que le prix du gazole à la pompe, lui, soit durablement haut. Et ils vont trouver un prétexte, c'est qu'en plus c'est bon pour nous. Plus on paie cher, mieux c'est. Bon, on va nous l'expliquer plus ou moins, est-ce que c'est si vrai que ça? Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cet élément, c'est que, indépendamment du pétrole, cette panne apparente de croissance des États-Unis serait une panne de l'inventivité américaine, c'est-à-dire une panne du progrès technique. La croissance, c'est des hommes sur des machines rendues de plus en plus efficaces.
Dans tous les débats, je ne vais pas développer longuement ce débat, je pense qu'au contraire, nous rentrons dans une phase de croissance très très forte, mais que la croissance que nous allons vivre sera une croissance d'une nature différente de celle que nous avons vécue. C'est-à-dire que l'économie est cyclique, l'économie rebondit, mais surtout dans le graphe que j'ai montré tout à l'heure, ce qui est important, c'est que l'inflation a disparu. Et donc je pense que nous rentrons dans une économie de concurrence. Et dans cette économie de concurrence, ce qui est important, c'est que la pression sur les prix est permanente. Grosso modo, nous quittons une économie dans laquelle il y avait ce que j'appelais le capitalisme monopoliste d'État. On était dans le capitalisme, mais il y avait beaucoup de monopoles et une régulation de l'État qui confortait ces monopoles. La conséquence, c'est que les gains de pouvoir d'achat passaient par des augmentations de salaire, et lorsque les augmentations de salaire étaient mal calibrées, on avait de l'inflation. Je pense que nous rentrons dans une économie de concurrence, et ça c'est mon troisième point. L'essentiel, c'est la concurrence. C'est-à-dire que cette économie de concurrence va se traduire par la déflation, par la baisse des prix, par la poursuite d'une pression sur les prix, notamment des matières premières, y compris le pétrole, mais aussi par la réorganisation de la distribution du pouvoir d'achat qui va être fait aux citoyens. Concrètement, le pouvoir d'achat va être redistribué par les baisses des prix, non plus par les hausses de salaire et par les hausses de revenus. Et mon quatrième point, c'est cette concurrence, est-ce qu'elle impacte uniquement les prix? Je dis que non seulement elle impacte directement les prix, mais elle impacte aussi le mode d'organisation du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que nous allons rentrer dans une société qui est caractérisée par cette phrase. Cette phrase est au cœur de ce que je raconte partout. Les gens qui m'ont croisé une seule fois dans leur vie, sur ces dernières années, ont entendu cette phrase. Je dis bien ces dernières années puisqu'il est fait allusion au ministre Macron, donc c'est assez ciblé dans le temps. Et donc, cette phrase, c'est les vœux de notre président de la République au CESE. Certains d'entre vous participent peut-être aux travaux du CESE, ont peut-être assisté à cette cérémonie de vœux. Je la trouve intéressante à deux titres. Le premier, c'est que le président de la République actuel a le même âge que moi, c'est-à-dire qu'il est effrayé par tout ce qui se passe. Il arrive à un certain âge où on dit aux gens « stop, ça va, la seule chose qu'on vous demande, c'est de préserver le régime de retraite. Pour le reste, on se calme. » Pour le reste, on se calme. Et donc, cette angoisse, il le traduit par le fait que quand il analyse ce qu'il se passe, il se réfère à une personne extérieure qui, elle, a 38 ans. Et que dit la personne extérieure? C'est que dans la vie, il sera plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Je pense que nous allons vers une société non plus une société d'employeurs et de patrons, mais que nous allons vers une société de clients et d'échanges. Grosso modo, nous allons vers une société où les relations sont de plus en plus des relations d'échange et des relations commerciales et de moins en moins des relations hiérarchiques. C'est-à-dire des sociétés qui vont être des sociétés dans lesquelles le contrat, le droit du contrat, le droit de la concurrence vont être essentiels. Dans votre vie quotidienne, quel que soit le nombre de salariés que vous allez avoir, vous allez à vocation, in fine, à n'avoir aucun. À nouer avec eux des relations qui seront des relations de type commercial. Des relations qui seront organisées autour de, chaque fois qu'on leur donne une mission, la capacité à réaliser cette mission. Le salariat, ça reposait sur l'idée que quelqu'un qui était présent en un lieu pouvait être assimilé à quelqu'un qui produisait en ce lieu. Dans les nouvelles technologies, vous n'êtes pas sûr que quelqu'un qui est présent produit. Or, l'enjeu de la vie, ce n'est pas la présence, mais la production. Et donc, à partir des nouvelles technologies, puisque l'enjeu change, puisque vous ne pouvez pas assimiler présence et production, vous êtes obligé de changer la nature des relations. Alors, deux remarques par rapport à ça, et puis éventuellement on reviendra, si vous voulez, dans des débats plus ou moins privés ou autour de la matinée, mais je pense que la société du capitalisme monopoliste d'État était confortable parce que les relations hiérarchiques, c'est assez déresponsabilisant. Ceux d'entre vous qui ne sont pas salariés savent combien il est dur d'être son propre patron. D'ailleurs, M. Macron, dans les formules diverses et variées qu'il a pu employer, avait dit un jour chez Jean-Jacques Bourdin « La vie d'un chef d'entreprise est à bien des égards plus difficile que celle d'un salarié ». Et ça, c'est un constat objectif. Et un constat qu'un certain nombre de gens sont en train de faire, car dans le salariat, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous materne, et en plus quelqu'un que vous pouvez détester. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un à détester. C'est-à-dire que, fondamentalement, pour beaucoup de gens, ce n'est pas un employeur, c'est un patron. Et alors, qu'est-ce que c'est agréable dans une société où on a un patron? Parce qu'on sait qui on a à détester. Alors que dans une société où on a des clients, le client, on n'a aucun rapport sentimental avec lui. Dans une société où on a un client,
S'il ne vous choisit pas votre client, c'est que vous êtes moins bon que celui qui l'a choisi. Dans une société de salariat, vous êtes une victime. Dans une société de clients, vous êtes un incapable. Eh bien, il vaut mieux dans la vie être une victime qu'un incapable. Et la deuxième remarque que je ferai dans la société de clients, c'est que, encore une fois, la société de clients, parce qu'elle est adossée à la concurrence, elle ne peut engendrer et générer qu'en permanence des baisses de prix. Mon message essentiel dans ces quelques mots, c'est les prix vont baisser, il va falloir s'adapter à ça. Nos amis les banquiers centraux, je ne veux pas les heurter ni les choquer, mais ils essaient de faire le contraire. Après nous avoir débarrassé de l'inflation, ils disent « mais c'est pas ça qu'on voulait », mais maintenant ça leur échappe. Je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant, mais ça leur échappe, parce que c'est nous qui en sommes devenus les maîtres, au travers du fait que nous sommes devenus des gens à la recherche de clients. Alors dans tout ça, l'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien écoutez, juste une dernière remarque sur l'État. Ça, c'est plus qu'un conseil, c'est un appel. Et ce sera là aussi ce que nous essaierons de voir, à mon avis, ce que j'essaierai de dire dans cette matinée. Voilà, la République gouverne peu, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle gouverne mal. Cette réflexion a été écrite par Anatole France. Anatole France n'est pas un ultra-libéral. Hein. Anatole France était membre du Parti communiste. Et donc, Anatole France a écrit ça à l'occasion de l'affaire Dreyfus. C'est un des personnages d'un de ses romans, qui est M. Bergeret, qui est son porte-parole. Je pense que ce message est essentiel. La République d'aujourd'hui gouverne aussi mal que la Troisième République. Le problème, c'est qu'elle s'est mise à gouverner. Alors qu'au moins, la Troisième République avait la décence de ne pas gouverner. Et donc, ce que nous pouvons demander à la République d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de nous gouverner et de s'occuper de ses affaires. Formidable Jean-Marc Daniel, donc économiste et puis amoureux d'histoire, bien entendu. Quelques questions avec des réponses très rapides à l'un et l'autre, parce que je voudrais qu'on découvre dans un instant le véhicule du futur. Jean-Marc Daniel, cette phrase de Macron datant d'avant, quand il était ministre de l'économie, plus facile de trouver un client qu'un employeur. Ça va s'appliquer au transport routier du secteur du transport routier de plus en plus ou pas? Alors, le secteur du transport routier, on le voit bien, est un secteur qui est déjà un secteur de petites entreprises. Ouais, trop petites entreprises, oui, de très petites entreprises, c'est dans un secteur. Mais je pense néanmoins que ça va s'appliquer au transport routier. Ça va s'appliquer au transport routier pour deux raisons. C'est-à-dire que, bon, on va généraliser ce qui existe déjà, c'est la capacité d'avoir des clients, mais ça va s'appliquer par-delà ça au fait que cette capacité d'avoir des clients est démultipliée par les nouvelles technologies. C'est-à-dire que le marché maintenant de tout le monde est un marché quasiment mondial. C'est-à-dire que le véritable enjeu pour le transport routier, c'est d'aller chercher des clients partout où ils sont. La deuxième remarque que je ferai, c'est que pour le transport routier, c'est comme pour toutes ces activités, on rejoint l'activité de l'État, c'est que sur ce marché mondial, il faut être sûr qu'il n'y a pas des aigrefins, il n'y a pas des escrocs. Un des véritables enjeux pour l'État, ça ne doit pas être d'empêcher les gens qui travaillent de travailler, ça doit être d'empêcher les malhonnêtes de sévir. Et donc, la vraie organisation de ce marché, ça ne doit pas être de se mêler, de savoir combien d'heures les gens travaillent et tout ça, ça c'est leur responsabilité, mais de faire en sorte que les gens qui vont être sur ce marché existent vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une série de scandales, des gens qui étaient ubérisés, entre guillemets, qui étaient des déménageurs ubérisés, et leur grand truc, c'était, ils arrivent, ils déménagent, ils mettent tous vos biens dans un camion, et puis après, vous ne les retrouvez plus, les gens. Ils disparaissent. L'entreprise disparaît instantanément de tous les radars. Et donc, c'est ça le véritable enjeu, c'est on va avoir des clients, mais dans ces clients et dans les gens qui vont être en concurrence avec vous, il faut vérifier que ce ne sont pas des malhonnêtes. Je disais, trop peut-être de petites entreprises. Vous pouvez reprendre la parole, Stéphane Latouche, parce que c'est vous qui m'avez inspiré tout à l'heure en regardant cette présentation. 78% des entreprises du secteur, 0,9 salariés. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme à l'échelle de la France, un secteur trop éclaté. Est-ce qu'il faudrait davantage de regroupement? Est-ce que l'heure est au regroupement? Jean-Marc Daniel, Stéphane Latouche, un mot. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'heure au regroupement, mais on peut penser qu'il peut y avoir un Airbnb du camion. C'est-à-dire que le chauffeur ne peut pas être utilisé 24 heures sur 24. Ouais. Le camion peut être utilisé 24 heures sur 24. Et donc, on peut concevoir qu'effectivement, le camion cesse d'être la propriété, et qu'il y ait des sortes de centrales de location de camions et qu'on ait à sa disposition, qu'il y ait une déconnexion entre l'opérateur chauffeur humain et la propriété du camion, qui, elle, serait utilisée par des entités plus importantes. Stéphane Latouche, la Banque de France, sur ce point. Oui, ce que nous faisons, c'est ce constat. L'économie française est dans cette situation d'avoir essentiellement un tissu de très petites entreprises
et à l'autre extrême de très grandes entreprises. Et vous savez tous les efforts qui sont faits pour essayer de muscler la partie intermédiaire, celle des fameuses ETI. Bon, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'efforts faits en direction de la création d'entreprises, beaucoup d'accompagnement. Et en revanche, il faut bien le reconnaître, une réglementation française qui met considérablement d'obstacles à la croissance des entreprises. Je vais en citer ne serait-ce qu'un, ce sont tous ces seuils. Ouais. J'ai une petite anecdote. Le patron de McDonald's Europe s'étonnait qu'en France, nous étions un des rares pays où la progression de leur chiffre d'affaires se stabilisait depuis pas mal de temps. Ils ont analysé, ils se sont rendus compte que la plupart de leurs restaurants avaient 49 employés. Ah, voilà. Encore une fois, quelques questions d'actualité plus ou moins récentes quand même, parce qu'il y a eu un événement cette année, Jean-Marc Daniel, c'était le blocage des dépôts de carburant, des raffineries, justement, au moment de la discussion sur la loi travail au mois de mai, au mois de juin. Les pouvoirs publics, ils ont réagi à temps, suffisamment à temps, ou trop tard, à votre avis? Non, parce que ça a pénalisé le secteur. Hein. Oui, je pense qu'ils ont réagi trop tard. Ils ont joué sur le pourrissement de la situation. Ils ont espéré que ça s'arrêterait beaucoup plus vite. Et que, or, ce qu'ils n'ont pas mesuré, à mon avis, c'est que les syndicats qu'ils avaient en face d'eux résonnent avec une faiblesse structurelle qui fait qu'ils sont obligés d'avoir des actes spectaculaires et de concentrer leur action sur quelques secteurs. Et en plus, les syndicats raisonnent comme dans les années 60, c'est-à-dire ils ont voulu refaire mai 68, c'est-à-dire on paralyse le pays par les stocks d'essence. Et donc cette incompréhension de l'affaiblissement des syndicats qui les conduit à être extrêmes sur des positions qui sont des positions anciennes a fait qu'ils n'ont pas réagi à temps. La première liberté que l'on doit avoir, c'est la liberté de circulation. On ne peut pas mettre dans tous les textes européens, dire, écoutez, la liberté de circulation, c'est essentiel, des hommes, des marchandises et tout ça. Et puis, quand concrètement, un petit groupe déterminé l'empêche, refuser de réagir à ça. Depuis qu'on s'est vu, depuis votre dernier congrès, il y a eu un certain nombre de fermetures de frontières. Schengen, sur lequel on est revenu. France Stratégie, l'organisme officiel, chiffrait à 10 milliards d'euros le coût pour l'économie française, car il y a des ralentissements aux frontières, l'impact sur le secteur du transport des marchandises. Il est évident que dès qu'on remet des barrières, c'est à la fois des pertes de temps, des tracasseries administratives. En plus, la douane, c'est des gens compétents, mais c'est des gens qui ont un long passé tracassier, donc ils savent chicaner, ils savent... Bon. Ils veulent montrer qu'ils sont là. Et donc, ils veulent montrer qu'ils sont là. En fait, la douane, elle monte et elle recule quand on regarde historiquement en fonction de la capacité du contrebandier à exister. La douane a disparu, donc le contrebandier a disparu, donc la douane se dit, bon, mais maintenant j'ai le champ libre pour réexister. Bon. Et donc, le véritable danger, ce que ne voient pas tous ces gens qui rêvent de protectionnisme, de nouvelles barrières, c'est que dès qu'ils remettront des barrières, il y aura des contrebandiers, il y aura du marché noir. Et on en revient toujours à la même situation, à ce que je disais, c'est l'État, il est là justement pour éviter qu'il y ait des contrebandiers, qu'il y ait des truands, qu'il y ait des... Plutôt que de pourchasser les gens honnêtes, encore une fois, il devrait essayer de ne pas susciter artificiellement une forme d'empêchement de criminalité et d'incapacité à travailler. Dernier point, et puis on va vous quitter, en tout cas, Monsieur Latouche, parce que Jean-Marc Daniel va nous accompagner tout au long de cette matinée. Retour sur aussi un autre événement de l'été, la maire de Paris qui a eu la bonne idée, contre vents et marées, de bloquer les voies sur berge. L'impact sur le transport des marchandises, c'est considérable là aussi. Alors, deux remarques, vous avez vu, il vous a encore appelé Serge. Hein. Donc, vous avez il y a un Serge Latouche qui sévit. Le Serge Latouche, non. Donc, pour être sérieux sur ce que fait Madame Hidalgo, il y a deux choses là aussi qui me... La première, c'est que elle a une capacité à revenir sur ses décisions antérieures qui est rassurante. Hein. Après tout... Le travail le dimanche, notamment. Après tout, elle nous avait annoncé que le dimanche, on serait chez nous, prostrés devant la télévision, on va pouvoir aller dans les magasins. Et elle nous avait annoncé que elle, maire de Paris, rien ne serait privatisé. Elle est en train de privatiser la gestion des parkings. Donc, sur cet aspect-là, je ne suis pas inquiet. Là où je suis plus, là où je suis plus inquiet, c'est une vision, effectivement, qui est une vision qui consiste à ne pas voir le rôle général de la route. Je pense que dans ce pays, mais dès le début, dès qu'on a commencé à mettre des camions et des voitures sur des routes, on a créé la TIPP pour essayer de pénaliser la route au profit du chemin de fer. On a empêché les autocars de circuler sur la route pour préserver les chemins de fer. On passe son temps à essayer de nier cette réalité, c'est que
À tout point de vue, aussi bien pour les transports de marchandises que pour les transports des hommes, la route est l'outil moderne. Donc l'enjeu, ce n'est pas d'empêcher la route d'exister, c'est si la route pollue, de faire en sorte qu'elle pollue de moins en moins. Vous l'avez dit dans l'introduction, les camions actuels sont devenus de plus en plus performants. Et cette obsession anti-route est une obsession qui est artificielle et qui heurte de front la volonté populaire moyenne. Donc, je pense que ça va sauter assez vite. Bon, ça vous plaît ce qu'il vous dit, Jean-Marc Daniel? Dites-le sur Twitter, #congrès FNTR. Merci beaucoup Stéphane Latouche.